Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs d'Altistoria et merci d'être présents pour cette nouvelle émission. Je suis heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui on va tenter de vous emmener dans un autre sujet de l'histoire locale altiligérienne. Vous savez, notre émission essaie modestement de décrypter l'histoire locale de Haute-Loire. Et aujourd'hui nous partons dans le monde des soldats de la Haute-Loire durant les deux guerres mondiales, la Grande Guerre de 14-18 et la Seconde Guerre mondiale. Nous avons avec nous aujourd'hui Anthony Villemont pour nous parler de ce sujet. Bonjour Anthony. Bonjour Loïs. Merci Anthony d'avoir accepté l'invitation à Altistoria. Vous êtes un jeune homme de 29 ans passionné par l'histoire militaire locale, bénévole à l'association Les Greniers de nos soldats qui est basée à Brioude. Vous participez aux différentes cérémonies militaires en uniforme d'époque et vous avez déjà présenté aux élèves du collège Lafayette et du lycée Simone Veil du Puy l'évolution de l'uniforme et de l'équipement du soldat français en 14-18. Vous êtes membre de la Société académique du Puy et de la Haute-Loire. Vous avez publié l'année dernière d'ailleurs une étude sur le parcours du 86e régiment d'infanterie du Puy en 1914. Une étude similaire concernant cette fois l'année 1915 paraîtra d'ailleurs dans le prochain bulletin de la Société académique qui sortira au printemps. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous donc d'être présent. Anthony, tout d'abord pour enclencher, pour débuter le sujet et pour mettre un peu nos auditeurs dans le bain, quelles sont les différences fondamentales entre, parce qu'on parle de régiments, si j'ai bien compris, c'est ça, entre les régiments de la Première Guerre mondiale et les régiments de la Seconde Guerre? Alors des différences, il y en a beaucoup. Déjà, on va bien recentrer l'étude parce qu'en termes de régiments, il y a beaucoup d'unités différentes. On peut parler de régiments d'artillerie, de cavalerie. Nous, on va aborder aujourd'hui le sujet du régiment d'infanterie pour rester local, vu que le régiment qui était caserné au Puy-en-Velay en 1914 était un régiment d'infanterie. Donc les différences sont nombreuses. Si on devait en retenir deux qui sont fondamentales, c'est surtout une puissance de feu qui est nettement supérieure en 1940 par rapport à ce qu'elle était en 1914. Je vais détailler un petit peu tout ça, mais il y a une multiplication des armes collectives au sein d'un régiment qui va augmenter sa puissance de feu. Et surtout, on a aussi un début de motorisation où en 1914, les unités sont toutes à cheval et possèdent des voitures hippomobiles. Et en 1940, on commence à voir des voitures, des camionnettes et des motos qui rejoignent progressivement les unités militaires de l'armée française. Donc si on devait un petit peu décrire ces unités, donc le 80e régiment d'infanterie qui était caserné au Puy, possède un état-major qui est commandé par un colonel ou un lieutenant-colonel, c'est le chef de corps de l'unité. Il possède une compagnie hors rang qui regroupe en fait toutes les voitures du régiment, donc les voitures hippomobiles qui vont transporter les outils, les vêtements, l'alimentation, les munitions, qu'on appelle le train de combat et le train régimentaire. Cette compagnie hors rang compte aussi 3 sections de mitrailleuses et le régiment possède 3 bataillons de combat qui comprennent chacun un état-major et 4 compagnies. Donc au niveau de l'armement collectif, on est à 6 mitrailleuses pour un effectif global de 3400 hommes à peu près. Donc ce régiment va évoluer tout au long du conflit. En 1915, on va rajouter une 4e section de mitrailleuses et ces 4 sections de mitrailleuses vont bientôt former une compagnie de mitrailleuses qui va porter l'armement collectif à 8 mitrailleuses pour le régiment. En septembre 1916, on va passer à 24 mitrailleuses et 3 canons de 37 mm. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a cette augmentation de la puissance de feu qui se prolonge tout au long du conflit. En 1917, on a 36 mitrailleuses et 3 canons de 37 mm qui vont accompagner les assauts des fantassins. Et quand la guerre se termine en novembre 1918, cet armement collectif est passé à 36 mitrailleuses. Donc on est passé de 6 mitrailleuses en 1914 à 36 en 1918, avec 3 canons et des mortiers qui accompagnent les fantassins. En 1940, donc entre 1918 et 1940, il y a toujours une évolution pendant l'entre-deux-guerres où on va constamment améliorer les unités et essayer de les rendre plus performantes. Un régiment compte toujours un état-major.
Et on retrouve une compagnie de commandement qui vient épauler le colonel dans ses décisions et ses choix tactiques au combat. On a toujours cette compagnie hors rang, mais on retrouve aussi une compagnie régimentaire d'engins. C'est des armes, là aussi, collectives qui en fait sont adaptées au progrès de l'armement. On va retrouver des armes anti-chars, des armes anti-aériennes pour protéger les unités au sol de l'aviation ennemie. Et on retrouve toujours ces 3 bataillons de combat qui, cette fois, sont beaucoup plus... sont organisés techniquement différemment. En fait, quand vous prenez un régiment en 1914, sur la ligne de feu, donc au front, chaque compagnie d'un régiment compte 200 soldats. Ces soldats sont uniformément armés d'un fusil. À partir de 1916, les effectifs vont se réduire, on va passer à 132 hommes. Par contre, les armements vont se multiplier. On trouve toujours des fusils, par contre on va trouver des fusils avec des lance-grenades, on va trouver des fusils mitrailleurs, des hommes qui sont équipés de pistolets automatiques, tout ça pour une puissance de feu qui est nettement améliorée. Et en 1940, l'évolution est encore plus notable, vu que le nombre de fusils mitrailleurs passe à 12, et les lance-grenades aussi. Donc on a cette évolution de la puissance de feu qui est assez significative et assez importante. Et on a donc le début de motorisation des unités. Quand on voit qu'en 1914, un régiment compte 219 chevaux et 67 voitures hippomobiles, ce nombre va constamment évoluer aussi pour tracter en fait toutes ces munitions, tous ces équipements, tous ces habillements qui se rajoutent progressivement au fil du conflit. Et en 1940, donc, on compte 287 chevaux, donc plus qu'en 1914, mais surtout de 67 voitures hippomobiles, on est passé à 190 véhicules hippomobiles et 101 véhicules automobiles. Donc on voit une multiplication assez significative en fait de la capacité d'un régiment à transporter ses hommes et à s'adapter aussi aux réalités du conflit et du terrain. Vous parliez tout à l'heure de régiment d'infanterie, qu'un régiment d'infanterie c'est différent d'un régiment d'artillerie. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors l'infanterie en fait c'est vraiment les masses d'hommes qui sont envoyés au combat, c'est l'unité de base de l'armée française. L'artillerie c'est toutes les pièces d'artillerie qui sont à l'arrière de la ligne de front et qui vont appuyer en fait par leur feu les assauts des fantassins. On retrouve aussi des unités de cavalerie. Les régiments de cavalerie traditionnellement sont là pour reconnaître le terrain avant l'envoi des troupes d'infanterie, ou alors pour des manœuvres très rapides comme encercler l'ennemi ou exploiter une percée. Comment s'organise la mobilisation générale du 1er août 1914 au Puy, en Haute-Loire? Le 1er août 1914, je rappelle que c'est la mobilisation générale, c'est-à-dire on part en guerre. Comment elle s'organise au Puy à ce moment-là? Alors elle se fait en plusieurs temps. Elle commence donc le 1er août avec l'annonce en fait du colonel qui commande le régiment qui est caserné au Puy, donc le colonel Coutureau. Le régiment en 1914 était caserné dans 3 casernes. Il y a la caserne Romeuf qui est aujourd'hui la gendarmerie du Puy. Vous aviez la caserne Mouton du Vernet qui est aujourd'hui le centre Pierre Cardinal en vieille ville, et la caserne du séminaire qui est aujourd'hui le grand séminaire toujours en vieille ville du Puy. Donc ça commence le 1er août 1914 lorsque le colonel reçoit en fait l'ordre du ministre de la guerre que la mobilisation va s'enclencher prochainement. Donc il réunit ses officiers et ses hommes et il leur annonce que la mobilisation est prévue pour le lendemain et que le départ en guerre est imminent. Donc le 2 août 1914, c'est le début officiel de la mobilisation générale. Donc ça commence en fait dans toutes les communes de la Haute-Loire par les cloches des églises qui vont sonner continuellement. Et les gendarmes vont commencer du coup à afficher, à placarder sur les places des villages les affiches officielles de la mobilisation. Donc tous les hommes qui ont entre 24 et 26 ans vont être rappelés à l'activité. Donc c'est des gens qui ont fait leur service militaire, vu qu'à l'époque il était obligatoire, ils sont revenus à la vie civile une fois que ce service avait été effectué. Ils vont être rappelés sous les drapeaux, ils vont rejoindre le régiment du Puy, le régiment actif, où ils vont du coup toucher leur uniforme et leur équipement. Même chose pour les hommes de 27 à 33 ans qui vont être rappelés à l'activité, et eux vont rejoindre un autre régiment, le 286e régiment d'infanterie. En fait, en 1914, chaque régiment actif va se dédoubler et donner naissance à un régiment de réserve. Donc pour le 86e, c'est le 286e RI. On a aussi les hommes de 34 à 39 ans qui sont mobilisés et qui, eux, vont faire partie de l'armée territoriale.
L'armée territoriale, en théorie, ce sont des unités qui ne doivent pas prendre part au combat et qui servent surtout en fait à assurer la police et la sécurité à l'arrière de la ligne de front et occuper les défenses et les places fortes sur la ligne de front. Mais normalement, ils ne prennent pas part au combat. Et enfin, du coup, le 3 août, l'affiche de la mobilisation est placardée au Puy-en-Velay. Et le maire va faire une déclaration publique à la population pour préciser la situation. Comment les soldats sont-ils vêtus et armés ? Alors, le soldat, en 1914, est vêtu d'un képi, qui est en drap Garance, le fameux drap rouge vif, qui est aussi le drap utilisé pour son pantalon. Donc le képi rouge équipe le soldat depuis la fin du Second Empire, donc c'est une coiffure qui est assez ancienne et assez traditionnelle. Et il est recouvert au combat par un couvre-képi en toile bleue pour dissimuler justement sa visibilité qui est assez importante. Au niveau de son vêtement principal, il porte ce qu'on appelle une capote, donc qui est en fait un long manteau en drap de laine de couleur gris de fer bleuté. Et donc le fameux pantalon rouge Garance qui est tant décrié, qui est célèbre aujourd'hui, car assez emblématique de l'année 1914. Il porte une paire de jambières et de brodequins en cuir noirci. Donc les brodequins sont de grosses chaussures en cuir munies d'une semelle cloutée. Donc c'est un uniforme qui a finalement peu changé depuis la guerre franco-allemande de 1870-1871 et qui sera totalement inadapté à la guerre moderne, de par sa couleur voyante déjà et sa coupe qui est assez archaïque. À titre de comparaison, le soldat allemand et le soldat britannique sont habillés d'une vareuse, donc qui est une veste beaucoup plus agréable à porter pendant la saison chaude, dans des teintes neutres qui sont kaki ou feldgrau, vert de gris pour les Allemands. Au niveau de son équipement, le soldat est un militaire, donc forcément il possède un armement. On va retrouver un ceinturon avec des cartouchières qui renferment ses munitions, des bretelles pour retenir ses cartouchières, une musette qui va contenir en fait tout son nécessaire pour la vie quotidienne. Donc on va retrouver du linge de rechange, des vivres, des munitions supplémentaires, tous ces objets personnels qui sont donc répartis dans cette étui-musette et son havre-sac qui est en fait l'ancêtre du sac à dos. Donc ces deux éléments contiennent en fait tout ce que le soldat a besoin pour une vie en campagne, pour pouvoir vivre en autonomie. Il possède un bidon d'1 litre d'eau et plusieurs outils et ustensiles qui vont être répartis au sein de l'escouade. Au niveau des ustensiles de campement, on peut retrouver des gamelles individuelles, des marmites pour transporter la nourriture. Et au niveau des outils, on va retrouver tous les outils qui sont nécessaires en fait à construire des positions défensives, des pelles, des pioches, des serpes, tout ça, en fait, tout le matériel qui est nécessaire pour pouvoir se retrancher efficacement sur le champ de bataille. Et il possède le fameux fusil Lebel qui tire 8 cartouches de 8 mm. Donc au niveau de l'équipement, c'est là aussi un équipement qui est resté tel quel qu'il avait été fixé à la fin du 19e siècle. C'est un équipement qui est assez encombrant, avec un poids quand même de 30 kg. Donc au niveau des assauts, c'est quelque chose qui est quand même assez inconfortable à porter. Et c'est un équipement là aussi qui est assez... qui montre le retard de l'armée française par rapport à ses homologues britanniques et allemandes, qui eux sont dotés d'un équipement un peu plus léger et dont le poids est mieux réparti sur l'ensemble du corps. Qui est-ce qui finance tout cela ? D'où proviennent les marchandises ? Que ce soit les armes, les habits, qui le commandent ? Comment ça s'organise ? Alors, à l'arrivée du réserviste au régiment, tout son équipement, son uniforme et son armement est fourni par l'intendance militaire. Donc ça mélange plusieurs choses. On peut avoir des vêtements, des effets neufs qui étaient conservés dans les magasins du régiment, qui sortent des stocks. On peut avoir des effets déjà utilisés mais qui sont toujours bons pour un bon service de guerre. Et on a parfois aussi des effets qui sont déclassés, qui sont inaptes à faire un bon service de guerre mais qu'on va devoir utiliser parce que le nombre de soldats à habiller est très important. Et au niveau de l'équipement, pareil, vous pouvez avoir un mélange d'effets réglementaires, d'effets d'anciens modèles qui datent parfois pour certains du Second Empire, des effets qui étaient utilisés pendant la guerre de 1870 de Napoléon III au niveau des cartouchières et des bidons par exemple, qu'on va ressortir des dépôts pour équiper les hommes de renfort.
Donc au niveau de cet équipement, en fait, c'est l'armée qui passe des commandes officielles à des fabricants sous forme de marché et de contrats. Lors des premiers mois de la guerre, on va voir que le nombre d'hommes à vêtir et à équiper est extrêmement élevé, au point que la production nationale va être complètement insuffisante pour équiper tous ces hommes. Donc l'État va autoriser le ministre de la guerre à passer des marchés momentanés avec de nombreux autres drapiers pour équiper tous ces hommes. Et la crise de l'habillement est telle à l'hiver 1914 que même certains corps de troupes vont acheter d'eux-mêmes dans les commerces locaux des vêtements civils pour équiper leurs hommes, ou réquisitionner même tout simplement des vêtements civils ou même les vêtements des pompiers. On va aller jusque-là, à réquisitionner les vêtements des pompiers pour équiper les soldats. Leur départ au front, il se fait de quelle manière? Du moins, est-ce qu'il se fait d'une manière officielle? Le départ au front se fait de manière officielle. Donc au niveau des régiments qui vont partir du Puy, il y a d'abord le 80e régiment d'infanterie qui va partir le 5 août. Donc qui va se rassembler dans la place de la caserne Romeuf et qui va traverser la ville du Puy en défilant pour rejoindre la gare, où depuis la gare, 3 trains vont le transporter sur le front du Nord-Est face à l'Allemagne, où il va participer à l'offensive prévue par le plan 17 en Lorraine, la Lorraine donc, qui est alors un territoire allemand à l'époque, depuis 1871 et la défaite de l'Empire français face aux Prussiens. Le lendemain, le 6 août, c'est le 101e régiment d'infanterie territoriale qui va s'embarquer en chemin de fer. Et lui, par contre, va rejoindre le front des Alpes, où il va assurer la garde de plusieurs forts et plusieurs fortifications, en attendant que l'Italie précise ses intentions. Vu qu'à l'époque, en 1914, l'Italie fait partie, avec l'Autriche-Hongrie, de ce qu'on appelait la Triple Alliance, qui était une alliance militaire entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Quand la guerre va se déclarer, l'Italie ne va pas forcément mobiliser ses troupes. Elle n'a pas forcément envie de participer à la guerre à ce moment-là, mais quand même, en attendant d'être sûr que le front des Alpes soit sûr, on va quand même déployer des troupes à la frontière. Donc le 101e hérité va être transporté là-bas. Et le 7 août, c'est le 286e régiment d'infanterie, donc le régiment de réserve, qui va se rassembler sur la place du Breuil, où il va être passé en revue par son colonel. Et il va ensuite s'embarquer là aussi à la gare du Puy pour rejoindre d'abord les Alpes, où il va compléter son instruction avec des exercices, des marches, des manœuvres, avant de rejoindre le front du Nord-Est en Lorraine, lui aussi. Quelle est l'atmosphère de leur départ? Est-ce qu'on est triste ou est-ce qu'on est joyeux? Alors, un peu les deux. On a longtemps parlé que les soldats étaient partis la fleur au fusil. Alors, ce qui est vrai, mais c'est quand même à nuancer. Au niveau, alors c'est difficile d'évoquer cette question parce qu'il faudrait vraiment des sources vraiment très précises. Il faudrait des témoignages de personnes qui ont vécu ce moment-là. Donc, ça peut se trouver, mais au niveau des régiments du Puy, je n'ai pas de sources qui en parlent. Enfin, je n'ai pas de témoignages de personnes qui ont vécu ces moments-là. Les seules sources qu'on peut trouver, ce sont les historiques régimentaires. Donc, ce sont des informations qu'on peut prendre aussi avec des pincettes, forcément. Mais si on suit les indications qui sont indiquées dans ces historiques régimentaires, on voit que les réservistes sont plutôt confiants quand ils rejoignent leur unité. Ils sont assez enthousiastes, ils sont certains de rentrer victorieux aussi des combats qu'on espère assez rapides. Lorsque le régiment quitte le Puy, le 80e, lorsqu'il quitte le Puy le 5 août, il est acclamé par les habitants du Puy sur son trajet jusqu'à la gare, en sachant que cet après-midi-là, il faisait un orage terrible, et malgré l'orage et la pluie, les habitants sont quand même venus saluer les soldats qui partaient au front. Au niveau de ce qui est marqué dans l'historique régimentaire du 280e RI, on retrouve des informations un peu similaires où l'auteur écrit que la mobilisation s'opère dans un ordre parfait, l'enthousiasme est grand, tous les réservistes ont répondu à l'appel, il n'y a pas de désertion, les hommes insistent même pour partir au front. Et là où il faut un petit peu du coup nuancer ces propos-là, quand on lit l'ouvrage qui avait été fait
une exposition qui avait été faite aux archives départementales du Puy qui s'intitulait Ceux de 14 de la Haute-Loire au front. On voit que dans cette exposition, on peut retrouver le témoignage d'un habitant d'Aurec-sur-Loire où il évoque qu'effectivement l'enthousiasme était grand dans les rues du village pour partir à la guerre, mais une fois revenu dans les familles, on s'aperçoit que c'est surtout le souci et le chagrin qui primaient plutôt que sur l'enthousiasme. Comment se passe leur voyage du Puy jusqu'en Lorraine, puisque le front est au nord, nous sommes situés au sud, entre le Puy et la Lorraine, il y a des centaines de kilomètres. Ça se passe comment leur destination ? Alors le 86e régiment d'infanterie donc, part dans la soirée du 5 août par train, où il est transporté dans des wagons à bestiaux. Donc le confort est assez absent. Les hommes, comme je vous disais, lors du départ, partent sous un orage et une pluie torrentielle, donc leurs vêtements sont trempés. Le linge est entièrement mouillé aussi, les équipements en cuir sont aussi trempés. Donc le voyage est quand même assez éprouvant et assez fatigant. Mais malgré ce voyage qui est quand même assez long, là aussi l'historique nous stipule que l'enthousiasme ne diminue pas, que les hommes restent quand même confiants en la victoire et sont fiers d'aller défendre le pays. Il nous parle aussi que dans les gares traversées jusque dans les Vosges, les populations offraient des boissons, des gourmandises et des fleurs aux soldats. Donc le régiment débarque dans les Vosges le 7 août au lever du jour. Il va rester 48 heures sur place pour s'entraîner et régler ses derniers préparatifs avant les combats. Et c'est dans la matinée du 10 août, sous une chaleur torride, que le régiment se met en marche vers la frontière. Donc pendant 3 jours, le régiment va marcher sous un soleil de plomb pour rejoindre la frontière avec l'Allemagne. Où justement cette chaleur va être assez durement vécue de par l'uniforme porté, qui est, je le rappelle, un manteau en laine. Donc pour l'été, on a quand même plus agréable à porter au combat, et un équipement qui est assez lourd. Donc cette marche est quand même assez éprouvante, au point que le premier mort officiel du régiment sera un soldat qui sera victime d'un coup de chaleur, justement sur la route qui mène à la frontière allemande. Quelles sont les premières batailles auxquelles ils font face ? Alors le 14 août, c'est le baptême du feu pour le régiment. Le régiment fait partie de la 25e division d'infanterie, qui est une unité de la première armée française, qui, conformément au plan Schlieffen, au plan 17 du général Joffre, doit attaquer en Lorraine pour percer le centre de l'armée allemande et foncer ensuite jusqu'à Berlin. Donc le 14 août, c'est l'offensive générale de la première armée. Et le régiment va combattre une première fois à l'est d'Ancervillers, qui est un petit village en Meurthe-et-Moselle. Donc le régiment va s'élancer à l'attaque de ce village et forcer les Allemands à se replier vers le nord. Une fois ce baptême du feu opéré, la marche vers la frontière va continuer. Et le 20 août, le régiment va atteindre la ville de Sarrebourg et participer à la bataille sanglante de Sarrebourg, qui sera une grande défaite pour l'armée française. Grande défaite qui va précipiter même le retrait de la première armée, qui va devoir se replier en France. Donc cette bataille se déroule le 20 août, où le régiment reçoit l'ordre d'attaquer la côte 330, qui est située à 4 km au sud de la ville de Sarrebourg. C'est une côte qui est défendue par des tranchées bétonnées et un puissant système de fortification allemand. Et malgré une charge à la baïonnette, le régiment n'arrivera pas à enlever ses retranchements et devra se replier dès le lendemain vers la France. Le 25 août, c'est une date importante pour le régiment, donc il est en pleine retraite jusqu'en France. Il va traverser la ville de Baccarat en Meurthe-et-Moselle, qui est une ville qui enjambe la rivière Meurthe. Et après avoir traversé cette ville pour se replier en direction de Rambervillers, le régiment va recevoir l'ordre de la reprendre le lendemain pour essayer de repasser à l'offensive et essayer d'établir une tête de pont sur la rive droite de la Meurthe. Donc dès les premières lueurs du jour du 25 août, le régiment se lance à l'attaque de la ville pour essayer de la capturer. Sauf que les Allemands l'avaient occupée la veille et avaient installé des mitrailleuses dans les bâtiments qui surplombent le pont.
et vont littéralement décimer le régiment qui va perdre en quelques minutes plus d'une centaine de ces hommes. Donc ces combats sont un échec, le régiment doit se replier, et il y participe le 27 août à une dernière bataille près du village de Roby-le-Chêne dans les Vosges, où il va parvenir à fixer l'ennemi et mettre un terme à son avancée. Comment les soldats communiquent avec leurs femmes ? Ou avec leur mère d'ailleurs, ou leurs parents, comment est-ce qu'ils communiquent avec leur famille ? Est-ce que la communication elle est efficace ou est-ce qu'il y a une censure ? Alors, c'est le service du Trésor et Postes aux armées qui assure la distribution du courrier. Donc, c'est un organe militaire qui va se charger de ça. On estime qu'un soldat écrivait en moyenne, alors là on va prendre plus large, on parle vraiment au niveau de tous les hommes qui ont participé à ce conflit, on estime qu'un soldat écrivait en moyenne une lettre par jour, ce qui représente plusieurs millions de lettres, de correspondances et de colis. Dans ces lettres, on va parler surtout du quotidien, de ce que vit le soldat, mais en mentant beaucoup sur les réalités de la guerre. D'une part, pour rassurer les mères et les familles et les épouses qui sont restées à l'arrière, et parce qu'on a conscience que, justement, le service du Trésor et Poste étant un organe militaire, il est soumis à un contrôle, et les lettres qui décrivent précisément ce qui se passe justement au front seront censurées. Donc on évite de raconter la réalité du quotidien. Dans ces lettres, on renouvelle son affection à la famille qui est restée à l'arrière, vu que la guerre c'est quelque chose de terrible. On peut mourir le lendemain, donc on prend bien le temps de parler de son amour à sa femme et à ses enfants. Et on donne aussi parfois même des directives pour aider le conjoint qui est resté à l'arrière à pouvoir tenir la ferme ou la boutique, en rappelant qu'à cette époque, la France est quand même à majorité agricole. À quel moment saisissent-ils vraiment l'horreur de la guerre, ces soldats ? Est-ce que ils sont tous envoyés au front déjà ? Et à partir de quel moment ça devient quand même vraiment compliqué et que leurs conditions de vie, tout court, commencent à devenir difficiles ? Alors l'envoi au front se fait en fait par tranche d'âge. Les hommes de 21 à 26 ans rejoignent les unités actives, donc les régiments qui existent déjà en temps de paix et qui vont participer aux offensives dès août 1914. Donc le 80e régiment d'infanterie sera engagé au feu dès le 14 août. Pour les hommes un peu plus âgés qui ont entre 27 et 33 ans, qui rejoignent les régiments de réserve, avant de les envoyer au front, on va d'abord les garder à l'arrière pour achever en fait et remettre à jour leur formation militaire qui, pour certains, date d'il y a 10 ans. Donc en 10 ans, les techniques de combat ont évolué, se sont améliorées. Donc avant de les envoyer directement au feu, on va les faire passer par une période de formation et d'exercice. Donc le 280e régiment d'infanterie du Puy va partir du coup dans les Alpes pour terminer sa formation et sera envoyé au front dès le 23 août. Pour les hommes qui ont entre 34 et 39 ans qui font partie de l'armée territoriale, ces hommes, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, étaient surtout utilisés à l'arrière. Ils ne sont pas censés partir au combat. Mais la réalité en fait, du terrain va faire que les pertes sont extrêmement importantes en 1914 et on va devoir mettre tout le monde à contribution. Donc ces régiments vont aussi monter au feu. Et le 100e régiment d'infanterie territoriale va monter du coup au combat, là aussi en Lorraine, dès le 14 octobre. Pour les hommes qui ont entre 40 à 46 ans, ce sont les classes d'âge les plus âgées de l'armée, ces hommes ne sont pas immédiatement mobilisés. On va les envoyer au front progressivement en fait, pour combler les pertes des régiments qui sont déjà au feu. À quel moment les hommes saisissent vraiment l'horreur de la guerre ? J'ai envie de dire le 14 août, dès le baptême du feu, où on prend vraiment conscience de la réalité de la guerre moderne et des retards de l'armée française dans ce conflit. On se rend compte que la tenue de campagne est complètement inadaptée à une guerre moderne, que les tactiques sont complètement inefficaces. En 1914, on en est encore à la charge à la baïonnette, comme on pouvait trouver en fait sur les champs de bataille napoléoniens. Sauf que ces charges à la baïonnette contre des tranchées bétonnées, des mitrailleuses et une artillerie lourde, ça fait des ravages dans nos propres rangs.
On se rend compte aussi que la stratégie du plan 17 est inefficace face à l'armée allemande, qui avait anticipé en fait l'attaque des Français en Lorraine et qui n'avait en fait laissé qu'un simple rideau défensif qui va faire en fait mine de se replier pour attirer les unités françaises à leur poursuite et les attirer sur des terrains connus et repérés par l'artillerie ennemie. Donc ces unités vont s'engager sur ces terrains-là et seront décimées par l'artillerie lourde allemande. Comment s'organise la guerre et ses régiments durant la Seconde Guerre mondiale? Donc on passe au deuxième conflit, à moins que vous souhaitiez, Anthony, ajouter un élément sur la Première Guerre. Alors un élément à rajouter, ce serait de dire que c'est une période charnière dans l'histoire en général, que ce soit politique, historique et surtout militaire, vu qu'en fait c'est cette période qui va faire le lien entre les guerres napoléoniennes et les guerres modernes comme on peut vivre aujourd'hui. Vous prenez par exemple un grognard de l'armée de Napoléon, vous le téléportez en 1914, il ne sera pas dépaysé. Il va retrouver plus ou moins la même chose qu'à son époque, avec bien sûr quelques réserves. Et inversement, vous prenez un soldat d'unité combattante de l'armée française aujourd'hui, vous le téléportez en 1918, il ne sera pas dépaysé non plus. Pourquoi c'est un tel écart? C'est qu'en fait, justement, pendant cette période-là, on va avoir une évolution drastique de la guerre et un changement vraiment important de la doctrine d'emploi des unités qui vont devoir s'adapter à faire face à des mitrailleuses, des bombardements, des attaques de blindés. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va changer en fait cette notion de bataillon massif en fait, qui avance sous le feu de l'ennemi avec la baïonnette au canon pour charger, et l'emploi d'unités un peu plus mobiles et tactiques, comme on peut le voir en fait, comme je vous disais au début de notre intervention, où en 1914 les soldats qui sont dans les unités combattantes possèdent un simple fusil. À partir de 1916 jusqu'en 1940, les soldats s'organisent en spécialités. On a des fusiliers mitrailleurs avec des équipes de soutien, on a des lance-grenades, on a des mitrailleuses lourdes, des unités de défense contre avion. Donc on a vraiment une multiplication de ces spécialités et de ces armes qui va vraiment contraster avec l'entrée en guerre en 1914. Et une autre évolution quand même frappante, ce sera aussi justement par rapport à cet uniforme qui est porté en 1914, qui est très décrié et qui va là aussi considérablement évoluer et qui en fait préfigure en fait les uniformes modernes avec l'adoption d'un casque en 1915 pour protéger la tête du soldat des éclats d'obus, de ce qu'on appelle la ferraille du champ de bataille. En fait, tous ces éclats, tous ces débris qui peuvent occasionner des blessures aux soldats, on va le munir d'un casque pour essayer de le protéger un maximum. Seconde Guerre mondiale, donc des décennies plus tard, nous sommes en 1939, on rentre encore en guerre mondiale. C'est pas la même guerre, les conjonctures sont différentes. Qu'est-ce qui change au niveau de cette guerre, au niveau des soldats, au niveau des régiments pour cette Seconde Guerre mondiale? Alors, donc au niveau de l'organisation du régiment, on retrouve donc l'état-major qui est toujours commandé par un colonel, qui va être secondé par une compagnie de commandement qui va l'aider dans ses décisions tactiques et dans la stratégie que doit opérer le régiment au front. On retrouve une compagnie hors rang avec une compagnie régimentaire d'engins. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des unités qui comptent des armes collectives qui peuvent être des canons de 25 mm pour se protéger et pour pouvoir attaquer les positions fortifiées ennemies. On retrouve un nombre de mitrailleuses assez conséquent vu qu'on est à 48. Pour rappel, on était à 6 mitrailleuses seulement pour un régiment d'infanterie en 1914. Là, on est en 1940 à 48 pièces. Et on retrouve plusieurs mortiers pour là aussi appuyer les assauts des fantassins. Au niveau, donc on retrouve nos 3 bataillons comme on pouvait avoir en 1914, ça c'est quelque chose qui ne changera pas. Chacun de ces bataillons comprend un état-major avec là aussi une section de commandement pour aider le chef de bataillon dans ses décisions. Et on retrouve 3 compagnies de fusiliers voltigeurs qui donc là montrent le contraste avec 1914 où là on retrouve des soldats spécialisés avec un armement beaucoup plus conséquent et moderne. Et on retrouve une compagnie d'accompagnement qui possède là aussi des mitrailleuses.
Donc au niveau de l'armement collectif, on est sur quelque chose qui est sur une puissance de feu qui est nettement supérieure à 1914, comme on l'a évoqué en début d'intervention. Au niveau de l'effectif, on est à un régiment d'infanterie, c'est à peu près 3000 hommes, avec, donc, comme je le disais précédemment, 287 chevaux et un nombre conséquent de véhicules automobiles qui s'élève à 101. Le régiment du Puy sera reconstitué en septembre 1939. Et il va débarquer en Moselle au cours du même mois, où il va assurer la défense des intervalles de la ligne Maginot jusqu'au 10 mai 1940, la date de l'attaque allemande sur le front de l'Ouest. Le 11 mai, les positions du régiment sont bombardées par l'aviation allemande, donc ce sera le baptême du feu du régiment pour cette période-là. Le 12 juin 1940, les Allemands arriveront à percer le front de Champagne, donc là où se trouve le régiment, ce qui va entraîner la retraite de toutes les unités françaises postées à cet endroit-là pour ne pas être encerclées par l'ennemi. Et du 19 au 21 juin 1940, le régiment va livrer de très violents combats en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, avant d'être encerclé comme l'intégralité des unités françaises qui sont présentes à cet endroit-là. Et il va être fait prisonnier du coup ce 21 juin 1940. Comment est-ce que les hommes y partent au combat? Est-ce que l'ambiance est différente de la Première Guerre mondiale? Alors là aussi, difficile à dire, vu qu'il faudrait vraiment des sources au cas par cas et des témoignages de soldats qui ont été mobilisés. Au niveau de l'ambiance générale, elle est différente de 1914. Là où en 1914, on parlait où les hommes étaient partis la fleur au fusil, donc ce qui est vrai, mais à nuancer quand même, c'est pas du tout le cas en 1939, où personne n'a envie de faire la guerre et de revivre les horreurs de la guerre précédente, qui est quand même assez récente, vu qu'il y a seulement une vingtaine d'années qui séparent les deux conflits. Là aussi, la différence, c'est qu'en 1914, on avait un élan, on avait ce sentiment que l'Allemagne était une menace et qu'elle allait de toute façon attaquer la France un jour ou l'autre, donc les gens étaient quand même résolus à ce que cette guerre arrive, on s'y préparait quand même. En 1939, c'est déjà la France qui déclare la guerre à l'Allemagne, et c'est déjà aussi différent parce qu'on a cette impression qu'on est, nous, les agresseurs, donc on a moins cette légitimité de partir à la guerre. Et il y a, comme je vous disais aussi, ce spectre des hécatombes de 14-18 qui pèse sur les familles et sur le gouvernement français aussi. Comment est-ce que les hommes réagissent lors de l'armistice de 1940 décidé par Pétain? Alors, est-ce qu'ils sont contents ou est-ce qu'ils se disent, bon, quand même, on pactise un peu avec l'ennemi? Content, je pense pas. Après, je pense que la fin des combats quand même était un soulagement, déjà d'être en vie, tout simplement. Par contre, on voit que là aussi quelque chose qui est quand même important à rappeler, qui est quand même assez une légende qui a la vie dure, ce serait celle que le soldat français de 1940 n'a pas combattu, alors ce qui est totalement faux. Le soldat français de 1940 s'est battu avec beaucoup de bravoure et beaucoup de courage, au point que la quasi-totalité des soldats qui se rendent en 1940 le font après l'annonce du maréchal Pétain, comme quoi l'armistice a été signé. Donc, je pense, avec toutes les réserves qui s'imposent, vu que je n'étais pas là à cette époque-là, je pense que les gens sont soulagés que ça se termine et qu'ils soient toujours en vie. Par contre, on voit bien quand même la volonté de se battre, la volonté de résister face aux Allemands, et que c'est après cette annonce-là que les hommes vont se rendre et vont baisser les bras. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir accepté l'invitation Altistoria. Merci à vous. Un dernier mot sur ces soldats durant les deux guerres mondiales? Un mot de conclusion peut-être? Un mot de conclusion, je dirais entretenir leur mémoire, ne pas les oublier. C'est vrai qu'on a l'image de ce qui s'est passé, on en parle dans les livres d'histoire et on n'a peut-être pas forcément l'idée de ce que ces hommes ont vécu et de ce que ça représente, mais en cherchant bien, on remarque qu'on a chacun un grand-père ou quelqu'un de sa famille qui a participé, et je pense que c'est important de ne pas les oublier, d'avoir conscience que ces hommes-là ont sacrifié leur vie et leur jeunesse pour notre pays, et je pense que c'est quelque chose qui est important de se rappeler et de ne pas oublier.
Merci Anthony. Merci Loïs. Merci à vous, chers auditeurs d'Altistoria. On espère qu'on vous a emmené bien dans l'histoire de ces soldats qui se sont battus avec courage et bravoure, comme l'a rappelé Anthony, durant ces 2 guerres mondiales pour défendre notre patrie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission Altistoria et d'ici là, bien évidemment, portez-vous bien. À très bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.